La Formule 1 doit être pertinente pour la route. Alors ça, c'est un vieux mensonge dont la F1 essaie de se convaincre, et nous avec. Et en vrai, j'ai jamais été vraiment plus loin que la réflexion que je vous avais fait précédemment dans 2 autres vidéos. Soit, premièrement, la F1 est une catégorie ultra technologique qui développe autre chose que du full électrique puisque en face il y a la Formule E. Soit, petit 2, elle assume qu'elle n'est plus en phase avec les enjeux du 21e siècle quand on parle de mobilité. Et puis alors, au vu de la réception de la réglementation 2026 de Formule 1 vis-à-vis du moteur, il y a un couac. Et ça risque de précipiter la Formule 1 à prendre un des 2 choix dont je viens de vous parler. Alors oui, aujourd'hui, j'avais envie de faire un exercice de réflexion avec vous et de tenter de défendre cette idée. La Formule 1 n'est pas pertinente pour la route. Du moins, elle n'est plus à l'heure actuelle. Et certains me l'avaient déjà défendu d'ailleurs en commentaire, donc je vous invite pour cette vidéo à ouvrir un peu vos chakras, parce que je vais le faire. Bon, c'est donc d'abord une question d'approche technologique liée au marché de l'automobile qui s'est grandement transformé ces dernières années. Si la F1 est un laboratoire, la question c'est, elle résout quoi comme problème pour nous automobilistes? C'est ensuite une question forcément d'écosystème qui a changé le sens de pourquoi les constructeurs automobiles viennent en Formule 1 depuis quelques années. Et bien que justifier une présence par l'investissement dans de la recherche et développement, c'est une technique pour valider l'idée de la Formule 1 auprès d'un conseil d'administration, ça va potentiellement plus être si efficace que ça parce qu'il y a d'autres techniques maintenant. Et c'est enfin une question de philosophie vis-à-vis, j'ai envie de vous dire, de la société mais aussi du spectateur. Parce que dans le fond, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que on veut du spectacle. Mais là où on ne tombe pas d'accord, c'est pas sur l'absence ou non de spectacle, c'est sur la qualité qu'on attend du spectacle. Et c'est là où la F1 peut redéfinir sa mission. Donc finalement, la volonté affichée par Ben Sulayem l'année dernière de voir revenir des V10 atmosphériques par exemple en Formule 1 d'ici quelques années, c'est plus autant un délire ou une hystérie. C'est une idée qui est peut-être plus ancrée que ce que l'on pense. Road Relevance. Vous entendez probablement cette expression dans tous les sens depuis quelques années, notamment en Formule 1. Si l'on traduit correctement, on parle de pertinence pour la route avec un grand R entre guillemets. On parle de la route sur laquelle nous nous déplaçons quotidiennement, vous et moi. En règle générale, c'est une des missions admises du sport automobile d'un point de vue sociétal qui, en conséquence, justifie son utilité sociétale. Innover à travers la compétition et gagner pour que cela se retrouve dans nos voitures de tous les jours. Et des innovations, on en a eu mais un énorme paquet depuis le début du XXe siècle. Alors du coup, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de toutes les innovations, mais les feux anti-brouillard, ça vient des 24 heures du Mans. Les palettes pour les vitesses et les boîtes semi-automatiques, ça a été popularisé par Ferrari et la Formule 1 à la fin des années 90. Et tout ce qui concerne l'amélioration du rendement du moteur, là aussi ça vient du sport auto en règle générale. Typiquement par exemple, le V6 turbo hybride de 2014 à 2025, il a une efficience de 50%, ce qui est loin devant les 20% à peu près habituels de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Si on ne compte pas les voitures électriques, mais je vais y revenir. Hors catégorie, les voitures électriques, c'est pas la même chose. Alors, on a eu d'autres innovations qui ont touché d'autres secteurs que l'automobile. Je vous prenais l'exemple de la télémétrie pour le secteur médical, mais certains en commentaire m'ont pointé du doigt que ça pouvait venir d'ailleurs notamment de l'espace, par exemple. Toujours dans le médical, j'en ai une autre, si jamais vous avez envie. Ferrari a été consulté pour analyser les protocoles des transports de la salle d'opération aux soins intensifs des bébés prématurés, notamment au début des années 2000. La science de la chorégraphie des arrêts au stand a aidé le personnel médical à se positionner de manière optimale, faisant donc chuter les erreurs de 67%, sauvant littéralement la vie de nombreux enfants. C'est pas rien quand même. Mais du coup, en ce qui concerne la Formule 1 elle-même, est-ce qu'on a beaucoup de technologies de la Formule 1 qui se retrouvent directement dans nos voitures de tous les jours? Des dérivés, oui, ça c'est certain, bien que ça prenne plus de temps qu'il y a peut-être 70 ou 80 ans pour passer de la piste à la route, puisque chez Ferrari, on achetait littéralement des voitures de course pour rouler sur la route. Mais par exemple, si je prends les freins carbone-carbone, c'est quasi exclusivement pour la course. Ça freine de manière efficace à partir de 300 degrés. Il faut rouler vite pour les mettre en température et les utiliser correctement. Donc à 30 dans Paris ou même à 90 sur une nationale, ça ne va pas vous servir à grand chose. Pareil, les monocoques en carbone inventés notamment par John Bernard sur la MP4-1, à part la BMW i3, faut débourser des sommes complètement folles pour avoir une coque en carbone en voiture de tous les jours. Par contre, si vous avez un choc et qu'il faut retravailler un peu le châssis, alors ça dépend le choc, mais généralement il est bon pour la poubelle et on n'en parle plus, il faut racheter une voiture.
L'aérodynamisme et surtout l'appui aérodynamique, pareil, ça commence à fonctionner à partir de 150, 160, peut-être 180 km/h. À part certaines portions d'autoroute allemande, l'utilité va pas aller très très loin, à part vous conduire directement en prison sans passer par la case départ. Bon, et puis je vous en donne un petit dernier juste pour la route, peut-être allez, deux petits derniers. L'hybride, par exemple. Toyota, ils n'ont pas attendu de débourser 2 milliards de dollars en Formule 1 en 2002 ni 2014 pour faire de la Prius un succès commercial mondial. Les turbos en Formule 1, c'est pareil avec Renault en 77. Là, c'est très stylé, hein, mais ça a commencé quelques années avant, juste quelques années avant, à se retrouver dans des voitures de série. Même si pas très fiable, il faut l'avouer. C'était d'ailleurs le turbo même un élément des véhicules utilitaires d'avant-guerre. Donc bon, on n'a pas attendu la F1 pour faire des turbos. Bref, d'un point de vue technologique, les grosses avancées de la Formule 1 ne trouvent pas une application directe dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, sauf si vous avez de quoi vous acheter une AMG One, une LaFerrari ou une Mercedes SLR. Bon, vous avez capté. La F1 est donc soit à la bourre sur la technologie pour la route, soit tout simplement inutile. On a aujourd'hui des moteurs hybrides avec un gros MGUK de Formule 1 entre guillemets, donc aucune révolution. Bruno Famin me disait dans cette vidéo il y a déjà 2-3 ans, ça fait peur à personne en fait le gros MGUK, puisque c'est un moteur de Formule 1 comme je vous l'ai dit. En revanche, et je vous en avais parlé sur la vidéo de la visite de l'usine Audi, il y a une véritable guerre industrielle sur les batteries en Formule 1. En vrai, très cool, notamment pour les véhicules électriques du coup, non ? Alors, il faut savoir que cette année, par réglementation entre guillemets, les batteries se chargent et se déchargent méga rapidement. D'ailleurs, on parle de 9 mégajoules par tour, mais la batterie ne peut en contenir que 4 en 2026. Donc la voiture doit charger et décharger la batterie 2 fois par tour. Ça fait quand même beaucoup, hein. Alors du coup, moi, je me projette un peu sur le Paris-Zandvoort en Porsche Taycan que j'ai fait l'année dernière, ce qui est plutôt cool. Généralement, j'étais sur l'autoroute et en ligne droite, et sans freiner. J'avais pas non plus de moteur thermique pour faire du super clipping, ni de gros freinage pour recharger la batterie. Donc du coup, et c'est une question ouverte pour vous en commentaire, à quoi va servir une batterie en Formule 1 qui se charge et se décharge 2 fois par tour? Je vous laisse pas tout seul, j'ai quand même peut-être un petit début d'explication ou du moins de réflexion. Est-ce que ça permet pas de mieux comprendre comment allonger la durée de vie d'une batterie qui fait beaucoup de cycles et donc potentiellement de lui faire subir des grosses recharges rapides pour ne pas passer 1000 ans à la station-service par exemple. Et donc du coup potentiellement de ne pas jeter votre batterie de voiture au bout de quelques années par exemple. Voilà, j'en sais rien, je sais pas, peut-être que ça permet d'allonger la durée de vie des batteries. À vous de me dire en commentaire si vous avez une idée ou s'il y a des experts d'ailleurs de l'électricité ou des batteries dans les commentaires. N'hésitez pas à nous donner un avis intéressant pour voir l'utilisation de ces batteries-là dans la vie de tous les jours. Ceci étant dit, la Formule 1 fait déjà ce type d'expérimentation avec le pit boost. Littéralement, c'est de la recharge en quelques secondes des voitures, qui ne va pas jusqu'à 100% évidemment. Donc bon, est-ce que la F1 va vraiment servir la voiture de Monsieur Tout-le-Monde? J'en sais rien. Dans tous les cas, et contrairement à ce que certains peuvent penser de moi, j'aime la voiture électrique. Bon, faut dire qu'un Porsche Taycan, il y a pire comme voiture électrique pour apprécier l'électrique. Mais j'aime la fluidité de la conduite, le silence que ça procure, le confort que ça procure pour se déplacer. C'est vraiment génial. Et contrairement aux idées reçues, dont je faisais partie pour le coup, il y a encore quelques années, faire des arrêts pour recharger, aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça équivaut au temps total que je passe en station-service pour faire le plein d'essence, aller aux toilettes, acheter quelques bricoles, boire un petit café et repartir. Et boum, j'ai 80% dans ma voiture. Bon, et puis pour continuer un petit peu sur l'électrique, BYD annonce pour 2027 des voitures électriques pouvant faire 1500 km sur une seule charge. Elle n'a pas encore eu besoin de la Formule 1 pour parvenir à un tel chiffre. Et même si c'est faux de faire 1500 km et que ça fait que 1000 km, c'est autant qu'un bon vieux diesel et parfois bien plus qu'une essence. Donc pour les progrès de l'électrique, la F1 est encore une fois à la bourre, perdue. Bon, dernier volet technologique, le carburant durable. Alors, un jour, va falloir que je vous fasse une vidéo à part entière sur le carburant durable, mais c'est un peu complexe. Mais pour vous donner quelques bases, un carburant durable, c'est deux possibilités aujourd'hui en Formule 1, le e-fuel ou le carburant synthétique. Alors, le e-fuel, c'est un carburant fait à partir de déchets de la biomasse. C'est ce que fait Shell pour Ferrari. On transforme littéralement des déchets en énergie, donc en vrai plutôt cool d'un point de vue strictement écologique. Le carburant synthétique, le but c'est de recréer la molécule de carburant, mais sans hydrocarbures, donc sans pétrole. On fabrique littéralement de l'essence, mais juste chimiquement. C'est ce que fait Petronas par exemple pour la Formule 1. Je viens juste de me rendre compte,
Vous me direz, vous me corrigerez dans les commentaires, peut-être que j'ai inversé e-fuel et carburant synthétique, mais je crois que je suis bon. Bref, pour que ces deux types de carburants soient jugés durables, entre guillemets, il faut que leur production soit tout aussi décarbonée. Donc, l'électricité de l'usine, c'est de l'énergie renouvelable ou du nucléaire, etc. Le transport du carburant, pareil, il faut que ce soit propre, entre guillemets. Ce qui le compose, pareil, il faut que ce soit dans une logique de décarbonation, etc. Bref, vous avez compris, c'est l'entièreté. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'homologation des carburants en Formule 1 prend du temps et a pris en compte justement toutes ces données. C'est pas juste une question de on met quoi dans le carburant, mais tout le processus de A à Z. Alors en vrai, vous avez compris, tout ça c'est faisable, c'est quand même très complexe, mine de rien. Mais du coup, ça coûte très très cher. On est à 300 € le litre de carburant. Donc autant dire que c'est pas demain qu'on va le voir à la pompe à essence pour notre nouvelle Clio 2 d'occasion intérieur cuir. Donc là, encore une fois, le carburant durable, c'est stylé, mais pour nous, simples mortels, on risque de ne pas y toucher avant très longtemps. Si tant est qu'on arrive à rendre tout le processus moins cher, entre guillemets, ça peut arriver, hein, mais ce sera peut-être jamais dans les quantités similaires au pétrole aujourd'hui, et ce sera réservé peut-être à certaines voitures, notamment des voitures de sport, comme l'AMG One, etc., etc. Tu vois, des voitures qui peuvent être de tous les jours, mais qui ne seront pas pour monsieur tout le monde. Ou alors ça dépend de la taille de votre porte-monnaie. Bref, du coup, la Formule 1 ne résout donc pour le moment aucun problème de mobilité directement pour le citoyen lambda à travers son Power Unit 2026. C'est certain que l'expérience de la Formule 1 apporte à plus long terme indirectement des applications minimes sur l'optimisation et l'efficience des moteurs, par exemple, mais c'est très loin d'être la catégorie qui permet de faire les plus grandes avancées pour nos voitures aujourd'hui. Ceci étant dit, la Formule 1 et le sport auto sont devenus plus acceptables par le carburant durable, ce qui est intéressant à développer. Car ce qui pollue, ce sont évidemment pas les 22 Formule 1 qui tournent en rond, bien au contraire, c'est toute la pollution générée par l'organisation d'un Grand Prix, au même titre qu'un grand événement sportif ou un concert par exemple, j'en sais rien, d'autres choses. Et même là, il y a eu des efforts de fait, mais c'est pas le sujet de la vidéo évidemment. Donc, la Formule 1 n'est pas un laboratoire pour la voiture de monsieur tout le monde, oui, mais c'est un laboratoire quand même. Un laboratoire pour la recherche de performance, dont on peut trouver des applications ailleurs que dans l'automobile, comme je vous en ai parlé avec le corps médical et cette histoire d'arrêt au stand et de transport de bébés prématurés. Et cette nuance, ça paraît pas grand-chose, alors que, mais bordel, si, c'est fondamental comme différence. Parce que oui, innover, c'est dans l'ADN de la Formule 1. Pas innover pour monsieur tout le monde, mais innover pour gagner. C'est juste une petite nuance, mais qui est importante. Bon, mettre sur pied un programme de sport auto pour un constructeur automobile et débourser des sommes folles de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars, faut pouvoir justifier. Hein. Et ces dernières années, les constructeurs ont toujours justifié cette dépense vue d'abord comme du marketing, comme un élément plutôt sérieux d'innovation et de recherche et développement qui peut servir à terme. Bon, on vient de voir que la Formule 1 en termes d'innovation qu'on retrouve sur la route avec un grand R sur ces dernières années, on n'en a peut-être pas des masses. Donc, logiquement, dans les faits, c'est plus une question de marketing. Alors, j'aimerais connaître l'apport d'Alpine F1 Team à la marque de voiture de route en termes d'innovation. Pourtant, elle ne court pas avec son propre moteur, elle s'en est même séparée en fin d'année dernière, donc elle n'a aucune innovation du groupe motopropulseur à donner à ses voitures de route. En plus de ça, ce sont des voitures 100% électriques, donc elles ont potentiellement encore moins de liens avec un sport entre guillemets hybride. Alors vous allez peut-être me proposer la soufflerie pour l'aéro. Oui, ok. Mais il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui n'ont pas du tout besoin d'être en Formule 1 pour louer une soufflerie et travailler l'aéro de leur voiture de route et encore plus de voitures sportives par exemple. Et comme je vous le disais dans la vidéo sur Alpine qu'on a sortie il y a quelques jours, une écurie de F1 aujourd'hui, c'est un actif financier qui permet d'avoir un levier de négociation à travers le monde de l'automobile mondial notamment. Alpine est toujours en Formule 1 parce que ça peut leur rapporter de l'argent grâce au budget plafonné, mais surtout parce que c'est une plateforme médiatique sans pareil pour promouvoir une marque de voiture et pouvoir les vendre. Et comme je vous le disais en parlant de BYD qui réfléchit à faire sa propre écurie de Formule 1, c'est le même cas que Alpine. Ils ne font que des voitures électriques. Ils ont même une supercar électrique avec un nombre absurde de chevaux à l'intérieur. S'ils viennent en Formule 1, c'est pas pour la R&D, c'est juste pour l'image. Bon, je vous prends peut-être un dernier exemple.
Cadillac sans un moteur maison, du moins leur moteur ne verra pas le jour avant 2030 voire 2031 et c'est la date à laquelle potentiellement on va changer de réglementation moteur, mais ils viennent pas tant là pour la R&D du moteur, clairement, hein, mais plus pour l'aspect image et l'aspect financier d'être en possession d'un actif financier lucratif. Et d'ailleurs ça, je vous l'explique dans cette vidéo notamment sur le cheminement qu'a eu Cadillac pour pouvoir arriver en Formule 1. C'est pas du tout une question de R&D, mais bien plus une question de politique et de finance. Donc, les constructeurs qui viennent en Formule 1 n'inventent pas du tout la voiture de demain. Ils viennent pour se montrer, tout est une question d'image, de prestige, de storytelling et d'alignement marketing. En vrai, très bien, pas de souci. Et aujourd'hui, grâce au boom exceptionnel que vit la Formule 1 par Drive to Survive et la mise en place d'un règlement financier qui a pour conséquence de rendre les écuries viables économiquement parlant, la raison de venir en Formule 1 n'est plus du tout une question de laboratoire. C'est un actif financier qui va encore continuer de prendre de la valeur et une plateforme médiatique sans pareil. Double avantage pour les constructeurs, dire et clamer haut et fort que c'est pour faire de la R&D, c'est pour se donner bonne conscience. Bon, donc du coup, on a établi que la F1 n'est pas ou plus un laboratoire de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, puis on a vu ensemble que pour venir en Formule 1, pour un constructeur, c'est pas une question de R&D, mais plutôt une question d'image et de finance. Je sais pas si ça paraît très nouveau pour certains, ou pas du tout pour d'autres, mais voilà, on en est là. L'écosystème et son fonctionnement ont radicalement changé en quelques années, notamment grâce au budget plafonné. Le récit que la Formule 1 est et doit être pertinente pour la route est donc un mythe qui s'effondre de plus en plus. Au pire, c'est mensonger, mais en vrai, on va pas en mourir non plus, hein. En revanche, la F1 peut en conséquence avoir l'audace de remettre en question sa mission intrinsèque et changer de philosophie, tout simplement. Parce que, et je pense que c'est un constat global, la F1 a perdu son côté extraordinaire. Pourquoi ? Parce que, en fait, on ne comprend plus ce qu'il y a d'extraordinaire en Formule 1. Et donc on perd l'émotion qu'on est venu chercher. Et ça ne résulte pas du tout d'une absence ou non d'action en piste, bien au contraire. Le moteur 50-50, c'est pas du tout extraordinaire, c'est même l'inverse en qualification, ça rend la chose horrible. Les voitures se dépassent, oui, mais on comprend pas pourquoi, et les pilotes non plus. Donc ça enlève cet aspect extraordinaire de la manœuvre de dépassement. Donc, pour que la F1 récupère ce côté extraordinaire, ça passe par 3 éléments de mon point de vue. Le son, la légèreté et les coûts. La FIA et la Formula One Management avaient mis dans leur cahier des charges de cette réglementation 2026 un son de moteur plus prononcé, plus bruyant et plus émotif. C'est catastrophique. On a un son très similaire au moteur d'avant qui reste sympa, faut l'avouer, hein. Mais maintenant, il meurt en bout de ligne droite. C'est d'une tristesse absolument sans nom. Donc on a perdu et on n'a pas gagné sur ce point. Mais aujourd'hui, puisque les moteurs fonctionnent avec un carburant durable, ça résout la question et le problème du downsizing et de devoir fonctionner avec un petit V6 entre guillemets. Là qu'on consomme plus ou moins de carburant, c'est neutre en carbone. Donc on peut se permettre de mettre des V8, des V10, des V12 atmosphériques si on veut. Et en plus de ça, à très haut régime, ces moteurs produisent un son sur une fréquence où, pour notre oreille, on y est sensible et où on perçoit un son qui est plus tonal entre guillemets, qui est presque musical, sans compter les basses qui sont violentes et qui viennent vibrer littéralement dans notre poitrine. Et la surprise de tout ce mélange, ça nous procure des émotions. C'est ça qui est extraordinaire. La technologie nous provoque une émotion parce qu'elle est de l'ordre du ressenti. Alors derrière, réduire la part d'hybride redevient nécessaire puisque on a voulu se séparer du MGUH. Moi, ce qui est, je trouve, une connerie totale, un non-sens total sur la réglementation. Bref, c'est très bien un couplage 70-30 et on se tape dans la main où la partie hybride n'est qu'un outil de performance à disposition du pilote pour construire une attaque ou une défense intelligente et compréhensible pour nous. Donc là, on retrouve aussi quelque chose d'extraordinaire que le pilote fait, entre guillemets, donc ça, c'est pas rien. Réduire la partie hybride, ça allégerait considérablement les voitures, peut-être même dans les 100 kg environ, les rendrait plus agiles, plus impressionnantes visuellement et permettrait des manœuvres de déplacement peut-être plus intéressantes. Enfin, tout ce groupe motopropulseur serait de surcroît bien moins cher et tout le monde y gagnerait. Sans compter qu'il permettrait sûrement de développer un carburant durable pour potentiellement la route et les voitures de sport par exemple. Rouler en voiture de sport demain, ce serait une sorte de hobby, comme monter à cheval pour une balade, alors que se déplacer quotidiennement serait fait en électrique ou en transport en commun, etc. Il y a plein de manières de se déplacer aujourd'hui. Vous allez péter un câble si je vous dis que moi, je prends le Vélib pour faire des trajets dans Paris ou le métro. Ça me va très bien.
Faut refaire les routes dans Paris par contre. Hein. Va falloir un peu se... Bah, j'ai déraillé hier soir d'ailleurs. Parce que je suis passé dans un nid de poule. Top. Est-ce si grave si la F1 admet qu'elle est un sport et un spectacle, comme un concert ou un match de foot? On tourne en rond pour savoir qui va être le premier à boucler tous les tours de la course. On sauve pas des vies. Quoique, indirectement, si. Mais les concerts non plus, ni même les matchs de foot ne sauvent pas des vies. C'est pas grave, on leur en veut pas. Dans tous les cas, rêver du retour d'un moteur atmosphérique, ça se fera pas avant potentiellement 2031 et la fin de cette réglementation moteur. D'ici là, la Formule 1 doit agir pour conserver le socle de fans passionnés qui en ont marre d'être déçus quand eux se lèvent aux aurores et planifient leur week-end en fonction des horaires de la Formule 1 et non pas l'inverse. Parce que si la F1 continue de reposer sur un vieux mensonge que les passionnés n'arrivent plus à accepter, tout le travail effectué sur les 10 dernières années qui a été très bénéfique, et je parle de Drive to Survive, etc., eh bien, ça va partir à la poubelle. La F1, les équipes, les motoristes et la FIA se réunissent demain pour discuter des 6 axes d'amélioration pour intervenir dès Miami sur une amélioration du règlement moteur, puis aussi dans un futur un peu plus éloigné. Je vous en parlerai dans le Fast Morning de vendredi matin à 7 h sur YouTube et sur Spotify, mais j'avais déjà commencé à en parler justement dans cette vidéo-là. La F1 va se pencher sur des ajustements à faire après le Grand Prix de Chine pour intervenir dès le Grand Prix du Japon a priori. On parle de 3 possibilités là aussi. Le premier ajustement, c'est de rendre le super clipping plus puissant. En fait, au lieu de limiter la recharge à 250 kW, c'est d'aller chercher...